Bonjour à tous. Alors, moi c'est Raphaël Ruffier-Fossoul, je suis journaliste. J'aurai l'honneur d'être votre porte-voix aujourd'hui. Pendant toute la conférence, vous connaissez le principe. Vous pouvez envoyer par message au 07 67 67 29 56. Le numéro s'affiche derrière moi et va se réafficher tout le temps. Vos questions au fur et à mesure. On va passer d'abord un temps de présentation de chacune des personnes ici présentes. Ils vont parler chacune autour de 10 minutes. Et ensuite, on aura un temps d'échange où je pourrai me faire le relais de vos questions. Juste pour me présenter rapidement, je suis journaliste à Lyon. J'anime la newsletter L'Arrière-Cour, qui consacre d'ailleurs un article au sujet du jour, la rénovation énergétique. Donc c'est une newsletter gratuite, vous pouvez vous inscrire sur l'arrièrecour.fr. Et je suis par ailleurs l'auteur de L'ennemi intérieur, qui est paru cet été chez Fayard, qui est une enquête sur le lanceur d'alerte de l'affaire UBS, une plongée, enfin l'histoire de ce lanceur d'alerte dont la vie est un vrai polar, c'est une plongée dans les scandales politico-financiers de ces 20 dernières années. On passe d'Elf à Bettencourt en passant par Karachi ou Cahuzac. Et il s'est retrouvé confronté à toutes ces affaires. Donc l'ennemi intérieur chez Fayard. Aujourd'hui, le débat se portera sur la rénovation énergétique. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à beaucoup parler des transports, voire de l'agriculture, assez peu du bâti. Pourtant, le bâti, c'est près de la moitié de la consommation énergétique en France. Le logement des ménages, à lui seul, c'est 12%. On comptabilise 5 millions de passoires thermiques et malgré les 7 milliards investis l'année dernière, selon le rapport sur la Cour des comptes, contre ces passoires thermiques, on a réussi à n'en sortir que 2500. Donc on voit qu'il y a des débats régulièrement à l'Assemblée sur les moyens mis en œuvre, mais on voit que ce n'est pas seulement un problème de moyens. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui quels sont les points de blocage et qu'est-ce qui permettrait de passer à la bonne échelle pour atteindre nos objectifs. Pour avoir une présentation générale du débat, je passe la parole tout de suite à Michel de Bonneuil, qui est inspecteur général des finances, qui était à France Stratégie, et qui vous présenterai les invités au fur et à mesure, et qui va nous expliquer pourquoi on n'arrive pas à passer à la bonne échelle. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, peut-être pour démarrer, je crois qu'il faut fixer le vocabulaire, parce qu'on parle de rénovation énergétique, on a tous en tête ces rénovations qui consistent à changer sa chaudière, ses fenêtres, isoler ses combles ou les murs. Ce type de rénovation, dite partielle, en fait a très peu d'efficacité sur le degré énergétique du bâtiment. En revanche, ce qu'on appelle les rénovations globales, c'est-à-dire celles qui en un seul geste font tout ce qu'il faut faire pour rendre votre bâtiment énergétiquement performant, lui permet le plus souvent d'atteindre la meilleure des classes énergétiques, c'est-à-dire celle de la basse consommation, et permet, dans la plupart des cas, peut atteindre jusqu'à 75% de réduction de la facture énergétique. Donc c'est effectivement ces rénovations-là qu'il faut développer. Il faut dire qu'une rénovation globale est toujours plus performante, beaucoup plus performante qu'une succession de rénovations partielles. Mais si on ne fait pas ces rénovations globales, c'est parce qu'évidemment elles sont beaucoup plus coûteuses. Le plus souvent d'ailleurs, elles ne sont même pas rentabilisables. Enfin, quelquefois, dans de nombreux cas, elles ne sont pas rentabilisables sur même des décennies, des années à courir. Et donc, en sus, elles nécessitent de gros travaux, alors que les habitants sont dans leur logement. Donc, il y a toutes sortes de problèmes qu'il faut régler pour qu'effectivement ces travaux soient les plus réduits possibles et que les artisans apprennent à travailler ensemble efficacement. Donc il y a des formations, toutes sortes de problèmes qu'il faut résoudre. Et d'ailleurs, Vincent Legrand, qui est ici, vous parlera, puisque son entreprise s'est attaquée de façon magistrale à ce type de sujet. Donc, en fait, comme il a été dit en introduction, on est parti d'un nombre de rénovations. Pour avoir la neutralité carbone en 2050, on estimait qu'il fallait passer d'un nombre de rénovations globales qui était de l'ordre de 70 000 entre 2012 et 2018, à des rénovations qui devaient atteindre un niveau de 370 000 par an en 2022 et de 700 000 en 2050.
Alors, en fait, on a beaucoup accéléré les subventions publiques entre 2020 et 2021. On est passé effectivement à plus de 6 milliards d'euros, ce qui sont quand même des sommes considérables. Et on a réussi à tripler le nombre de rénovations thermiques énergétiques qui ont été faites dans l'année 2021. Donc, on a dépassé le niveau des 700 000 rénovations sur lesquelles on misait pour 2050. Mais malheureusement, sur ces 750 000 rénovations énergétiques, seules 50 000 sont des rénovations globales et en réalité, elles ne permettent absolument pas d'obtenir les réductions d'émissions de CO2 qui sont attendues. Donc on est bien devant un défi considérable qui consiste en fait à multiplier par 7, puisqu'on est à 50 000 et qu'il faut passer à 350 000 l'année prochaine, et par 14 pour atteindre le niveau souhaité de rénovation globale en 2050. Donc c'est un défi absolument considérable. Donc la table ronde, si vous voulez, va permettre d'analyser, de discuter les différentes options pour atteindre cet objectif. Alors, bon, l'État fait des choses, en particulier en matière de subventions, on l'a vu, des sommes considérables sont distribuées. Vous avez sans doute entendu parler de subventions sous forme d'un système qui s'appelle maintenant MaPrimeRénov', qui va être mis en place prochainement et dont on va certainement parler par la suite. On a aussi des prêts à taux zéro, des éco-prêts à taux zéro, qui permettent de financer plus facilement ces rénovations. Et puis, on a une forme de solvabilisation un peu original par le biais des certificats d'économie d'énergie. Tout ça, je rappelle tout ça parce que vous en avez certainement entendu parler. Comme la rénovation énergétique permet d'économiser des émissions de CO2, elles sont éligibles au système des certificats d'économie d'énergie, les CEE. On en reparlera, dans le reste de la table ronde, je n'en dirai pas plus sur ces sujets. Mais, et c'est sans doute un des messages les plus importants qu'on voudrait faire apparaître dans cette table ronde, pour atteindre ces énormes quantités de rénovation énergétique performantes le plus tôt possible, il ne suffit pas de solvabiliser la demande d'une offre qui existe sur le marché. Il va falloir construire une nouvelle offre performante pour le faire. En effet, si vous voulez, cette rénovation énergétique des bâtiments, c'est en fait un nouveau grand besoin complexe. Il faut, pour ceux qui l'ont essayé, certainement il y en a dans la salle, il faut d'abord faire un audit du logement, il faut définir le type de rénovation qu'on va vouloir faire, il faut rassembler les financements publics et privés qui sont toujours en mutation pour devenir plus performants, mais enfin, ils sont toujours en mutation, donc c'est très compliqué d'arriver à avoir le dernier cri. Ensuite, il faut choisir ses artisans, il faut suivre les travaux, et enfin, il faut pouvoir vérifier que sur la durée, vérifier que les promesses qui ont été faites en termes de performance énergétique vont être en effet au rendez-vous. Donc, on le voit, c'est un produit extrêmement complexe. Alors, face à ça, l'offre aujourd'hui que nous propose le marché, c'est d'aller sur Internet, de pianoter pour trouver des informations sur tout. Alors, on va trouver des informations sur les aides, sur les acteurs qui vont pouvoir, voilà, on vous téléphone pour vous dire qu'on est le meilleur, etc. Donc, de l'information, on en a beaucoup, mais force est de constater que la plupart des gens, même la quasi-totalité des gens, sont incapables de s'organiser une rénovation globale performante. C'est quelque chose qui n'est pas à leur portée. Donc, il n'existe pas, en réalité, d'offres satisfaisantes sur le marché pour répondre à cette demande complexe. Donc il faut la construire et il faut le faire vite, puisque comme on l'a vu, c'est très urgent. Alors, bien sûr, l'État a un rôle à jouer dans la construction de cette offre, et c'est ça qui est très compliqué. Quel rôle l'État va pouvoir jouer comme ça ? Alors, d'après ce que je vous ai dit, on voit bien qu'un rôle fondamental, c'est de
créer les conditions pour qu'un acteur, un référent global puisse accompagner le client sur toute la durée du processus, c'est-à-dire qu'il le libère de toutes ces phases qui constituent cette rénovation énergétique et que le client puisse faire confiance à un acteur qui, pendant toute la durée, va pouvoir prendre sa place et qui puisse effectivement lui faire confiance. Donc on voit que cette entreprise devra articuler en fait tous les contributeurs, c'est pas lui qui fera tout, il va falloir qu'il articule les différents contributeurs, que ce soit des contributeurs techniques, les artisans, etc., mais aussi les contributeurs financiers. Donc c'est un rôle extrêmement complexe d'intégrateur de services très différents. Donc le processus d'un tel accompagnateur, on le suppose, est évidemment complexe et lent. Il a commencé en 2015 où on a créé un statut juridique de société de tiers financement et en 2018 on a créé un petit nombre de services publics de l'efficacité énergétique, les SPE, et on a ici la directrice d'un de ces SPE d'Amiens qui nous expliquera effectivement ce que fait ce service public et qui préfigure totalement ce rôle d'accompagnateur des clients de rénovation énergétique. Mais progressivement, l'État s'oriente plutôt vers la définition de critères pour que des entreprises privées qu'il désignerait par appel d'offres, puissent devenir des opérateurs, ces opérateurs de confiance, agrégateurs de services. Il s'agit là de s'organiser pour que le marché puisse prendre le maximum de ces rénovations énergétiques de façon efficace. Je dirais enfin que la dernière brique de ce dispositif d'opérateur est ce qu'on appelle un opérateur ensemblier qui se charge non seulement de toutes ces opérations dont je vous ai parlé, mais qui se charge aussi du portage financier. Donc, le client, non seulement n'a plus rien à faire, mais il n'a même plus rien à payer. Vous voyez jusqu'où on va en termes d'imagination pour pouvoir effectivement décider le consommateur à faire ses rénovations énergétiques. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le client, le consommateur, lui, continue à payer sa facture énergétique comme si de rien n'était, un petit peu réduite pour l'inciter quand même à le faire. Il bénéficie de la rénovation énergétique quand elle est terminée. Bien sûr, il a les travaux à supporter, ce qui n'est pas très agréable dans son logement parce que ça peut durer jusqu'à 1 an. Donc, c'est quand même long. Et l'opérateur ensemblier, lui, avance l'argent et se récupère sur les factures énergétiques réduites que lui a payé, et donc il se récupère sur la différence entre la facture énergétique qui continue à être élevée que paye le client et la facture énergétique réduite qu'il paye à l'opérateur énergétique. Bon, ce sujet est évidemment extrêmement intéressant. Évidemment, ces opérations ne sont pour beaucoup pas rentables. Bon, et à ce moment-là, effectivement, l'État peut faire des aides, mais elles sont, si vous voulez, ciblées. C'est-à-dire que là, le rôle de l'État, c'est de rendre rentables des opérations de rénovation énergétique efficaces rendues par le marché. Donc on voit qu'on est sous des formes d'aide qui sont beaucoup plus sophistiquées que l'aide simplement directe dont on a parlé au départ. Et donc, il y aura une présentation plus détaillée par Vincent Oussillou. Et donc, je terminerai en disant que, vous voyez, ce qu'on voudrait bien vous montrer dans cette table ronde, c'est que le rôle de l'État ne se borne pas à solvabiliser une demande rendue par une offre simplement offerte comme ça par un marché privé, mais au contraire va essayer de contribuer à construire une offre privée qui soit efficace, et les aides publiques, bien sûr, resteront déterminantes pour cela, mais elles serviront d'une part à inciter les offreurs, les entreprises qui construisent cette offre à respecter les conditions pour que les rénovations énergétiques soient rentables et pour solvabiliser, pour faire en sorte que les ménages les plus modestes en particulier puissent accéder à ces rénovations.
Parfait, merci. Je vous remercie, vous avez tenu pile poil le temps des 10 minutes. On va passer à Vincent Legrand. Vous êtes directeur général de Doremi. Donc Doremi, c'est une société de formation en rénovation qui est issue de l'Institut Négawatt. Et donc, vous allez nous expliquer un peu plus les enjeux de la rénovation globale. Allons-y comme ça. Comme okay. convenu. Donc Vincent Legrand, de mon côté, je suis formation ingénieur en énergétique et j'ai travaillé aussi sur des questions de sciences politiques. Voilà, en quelques mots. Doremi donc travaille sur les maisons individuelles. Donc je vais avoir une approche plutôt maison individuelle de mon côté. Alors il se trouve que ça représente plus de la moitié du parc de logements français et que c'est le parc le plus consommateur. Donc on a là un gisement d'économie qui est extrêmement important. Je vais me baser sur les retours d'expérience de cette structure Doremi qu'on a lancée en expérimentation en 2012 et qu'on a passé en déploiement depuis 2019 et qui travaille avec des acteurs locaux, collectivités locales, accompagnateurs locaux, artisans, pour former des groupements d'artisans au niveau local pour réaliser des rénovations performantes, donc de qualité et maîtrisées en termes de coûts. Voilà, donc les retours d'expérience que je vais vous présenter là sont issus de ces approches. Le premier élément, c'est juste la diapo d'avant. Je crois, voilà. Je voulais revenir, je suis très en phase avec ce que Michel de Bonneuil a décrit, et notamment avec le constat du décalage entre ces objectifs nationaux de rénovation performante et ce qu'on constate sur le terrain. Donc je voudrais y revenir un tout petit peu pour illustrer les choses. Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation? Enfin déjà, première chose, quels sont nos objectifs? Il y a un consensus en France pour dire que l'enjeu au niveau français, c'est d'avoir un parc bâti entre guillemets performant, donc BBC Réno. Donc BBC, qu'est-ce que c'est? C'est bâtiment basse conso. Donc c'est un label qui indique un niveau de performance qui, bon an mal an, correspond à une division par 4 du chauffage des bâtiments en France. On est à peu près sur ces niveaux-là. C'est quelque chose qui est issu de travaux d'une vingtaine d'années et qui fait consensus en France, mais aussi au niveau européen, dans pas mal de pays. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à diviser par 4 finalement ce chauffage en France d'ici 2050. Pour vous donner une illustration, en France, il y a à peu près un tiers de toutes nos consommations énergétiques, qui sont du chauffage de bâtiments. Vous prenez l'industrie, les transports, le bâtiment, l'agriculture, un tiers de tout ce qu'on consomme en énergie en France, c'est du chauffage des bâtiments. C'est énorme. C'est juste colossal. Et pourquoi on chauffe nos bâtiments? On chauffe nos bâtiments parce qu'ils fuient, en fait. C'est parce qu'il y a des fuites dans les bâtiments qu'on a besoin d'avoir un chauffage pour pouvoir être à un niveau confortable, à une température confortable. Donc une réno performante, ça consiste à effondrer la consommation de chauffage en colmatant les fuites, très concrètement. Alors ça veut dire quoi? C'est la diapo d'après. Ça veut dire travailler sur un certain nombre de postes de travaux qui, s'ils ne sont pas mis en place ensemble, laissent des fuites. Si on prend la comparaison de la baignoire, quand on laisse des fuites, forcément, l'eau part à un moment ou à un autre. C'est pareil pour la chaleur. La chaleur peut être modélisée comme un fluide. On est exactement sur les mêmes comparaisons. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à avoir au niveau du sol, des murs, de la toiture, des isolations qui vont bien, donc à un bon niveau. Au niveau des menuiseries extérieures, portes-fenêtres également, des bons niveaux de performance. Une ventilation et un chauffage qui tient la route, performant, avec également, et j'insiste là-dessus, avec également un traitement des ponts thermiques, c'est-à-dire que si vous laissez des trous à des endroits, entre le mur et la toiture, entre les fenêtres et les murs, et bien forcément, vous avez de la chaleur qui passe par là. Exactement comme dans un barrage, si vous laissez des espaces entre les pierres, vous aurez du passage d'eau. C'est pareil pour la chaleur. Et le moindre petit espace que vous laissez, vous aurez de la chaleur massivement qui va passer par là. Et donc, il faut une continuité de cette isolation-là. Et il faut avoir une maison qui soit le maximum étanche à l'air, c'est-à-dire que vous n'ayez pas des entrées d'air partout. La comparaison que je prends souvent, c'est le pull en laine. Quand vous sortez dehors l'hiver, s'il y a du vent, vous aurez froid. Donc, il ne faut pas seulement le pull en laine, il faut aussi l'imperméable. L'étanchéité à l'air, c'est l'imperméable. Donc, une réno performante, ça embarque tout ça. Donc, vous le comprenez, c'est la diapo d'après. Ce qu'on fait aujourd'hui,
c'est pas de la réno énergétique et encore moins de la réno performante. On change des fenêtres, on change des chaudières. Principalement, on fait ça en France hein, dans ce qu'on appelle rénovation énergétique. En fait, ça laisse des trous. Ça laisse des trous dans la raquette. C'est-à-dire que si vous n'isolez pas les murs en même temps que les fenêtres, la toiture en même temps que les murs, et que vous n'embarquez pas en même temps une ventilation et une chaudière, bah vous aurez des trous dans la raquette et donc des fuites de chaleur. On peut dérouler l'ensemble de la diapo, vous pouvez recliquer dessus. Donc la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques actuelles engendrent des coûts de travaux, mais sans avoir des réductions de consommation de chauffage qui soient importantes, à cause de ces trous, à cause de ces fuites de chaleur. Et donc on se retrouve avec quelques pourcents d'économie d'énergie pour des milliers d'euros investis dans la rénovation. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à minimiser le nombre d'étapes de travaux et à aller vers cette rénovation qu'on appelle aujourd'hui rénovation globale. Maintenant, on a depuis août 2021 une définition réglementaire de la rénovation performante et de la rénovation globale. Rénovation performante, c'est celle qui permet d'atteindre l'objectif 2050 que j'ai mentionné tout à l'heure. Et rénovation globale, c'est de le faire en une fois. Rénovation globale, c'est on atteint un niveau de performance en une fois. On fait tous ces travaux-là en une seule opération. Donc je vous renvoie pour ces analyses à un rapport qui est sorti, qui a été publié par l'ADEME, auquel de Rémy a contribué, sur la rénovation performante par étapes. Ce qu'on a montré, c'est que quand on décale dans le temps des postes de travaux, on perd en performance. Et donc, tout ce qu'on arrive à faire en une fois ou en minimisant le nombre d'étapes, ça a des chances d'aboutir à la performance. Si on étale dans le temps, on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est un retour d'expérience quand même assez fort, qui fait qu'on doit travailler sur la minimisation du nombre d'étapes et le fait d'arriver à faire émerger la performance plus rapidement. Si on passe à la diapo d'après, du coup, cette diapo-là, en fait, illustre ce qu'on fait au quotidien, côté de Rémy, et ce à quoi on peut arriver au niveau réno performante. Une réno performante, aujourd'hui, donc ça c'est un chiffre qui date un peu, parce que c'est une réno qu'on a lancée juste avant le confinement, une cinquantaine de milliers d'euros. Aujourd'hui, on a des rénovations qui se font à 60 000, 70 000, 80 000 euros, 90 000 euros d'investissement. Alors, la question de départ, c'est de se dire, mais qui va investir ça dans une rénovation énergétique alors que la rénovation énergétique ne se voit même pas? C'est un constat qu'on fait de notre côté. La rénovation énergétique, elle n'est pas très visible. Je peux vous montrer différentes photos de maisons et vous ne saurez pas me dire si elle est performante ou pas. Ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Donc l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que ces investissements-là sont rentabilisables. On a parlé de rentabilisable tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire rentabilisable? Si on parle de temps de retour sur investissement, sans prendre en compte l'économie d'énergie, sans prendre en compte l'augmentation des prix de l'énergie, ce qui a été une pratique pendant des années, alors là, évidemment, vous abandonnez, vous ne faites jamais les travaux. Nous, on a une approche un peu différente, c'est qu'on va chercher des niveaux de performance qui sont extrêmement élevés. Et donc, on divise par 4 à 10 la conso de chauffage. Alors, il y a des abonnements, je vous passe les détails, mais en gros, côté facture de chauffage, ça veut dire côté facture, donc pas consommation, mais facture de chauffage, vous divisez par 4 à 8 la facture de chauffage. Divisé par 4 à 8 la facture de chauffage, quand vous partez d'un chauffage de 2500 euros par an, vous arrivez à 318 euros par an. C'est-à-dire qu'au niveau mensuel, vous partez à 208 euros avant travaux et vous arrivez à 27 euros après travaux. L'enjeu, c'est dans le delta que vous libérez, les 170 euros que vous libérez par mois, d'arriver en allant chercher des financements, subventions, des prêts bonifiés, éventuellement des prêts classiques si besoin, et en travaillant sur l'optimisation des coûts avec les artisans, c'est d'arriver à faire ce que vous avez là, c'est-à-dire passer de 208 euros par mois avant travaux à 160 euros après travaux, facture de chauffage plus mensualité de prêt. Et d'étaler le prêt sur un temps suffisamment long pour pouvoir payer les investissements. Aujourd'hui, on est sur une quinzaine d'années de financement. Et bon, on peut aller jusqu'à 20 ans ou 25 ans. Ça, c'est encore gérable. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est vraiment pour nous d'arriver à faire cette démarche-là. L'intérêt de ça, c'est que vous transformez du combustible que vous importez, de différents endroits, de différents pays, en action de travaux avec des artisans qui sont locaux et que vous financez pour ça. Donc c'est vraiment cette transformation-là,
avec des bénéfices qui sont sortis de la précarité énergétique, baisse des émissions de gaz à effet de serre, confort, thermique, acoustique, etc. Donc c'est ça l'enjeu, et c'est ce qu'on fait de notre côté aujourd'hui en format des artisans sur chantier. Voilà. Eh ben, merci. Et c'est un début de réponse à une des questions de la salle qui était comment ça tient avec l'évolution du prix de l'énergie. Mais on aura une réponse complète. J'essaie d'intégrer vos questions au fur et à mesure aux réponses des intervenants. C'est pour ça que vous me voyez circuler. Alice Morcrette, vous êtes directrice générale de du service public d'économie d'énergie. Damien, qui passe pour un modèle en la matière. Donc expliquez-nous un petit peu comment vous arrivez plus particulièrement vis-à-vis des plus défavorisés à prendre en charge les rénovations globales. Oui, merci. Oui, donc la régie du service public de l'efficacité énergétique, exactement. Donc c'est une structure publique, donc un établissement public industriel et commercial qui a été créé par la région Picardie en 2014. Donc c'était même avant la création des sociétés de tiers-financement. Et c'est seulement en 2015 qu'on a acquis ce statut de société de tiers-financement qui nous permet aujourd'hui de finalement distribuer une offre intégrée d'accompagnement technique et de financement. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui a été présenté par Vincent puisqu'on est un petit peu sur le même type d'accompagnement. Mais je vais surtout détailler la partie financière. Nous, on a la capacité aujourd'hui d'accompagner tous les propriétaires privés qui habitent en région Hauts-de-France. La seule condition qui nous a été imposée finalement par notre contrat de service public qu'on a avec la région, c'est que l'étape de travaux qu'on accompagne génère au moins 35% d'économie d'énergie. Alors on n'est pas encore aux rénovations performantes telles qu'écrites dans la loi, mais on s'attache quand même à toujours avoir une première étape qui soit suffisamment importante. Alors, sur les deux volets, donc accompagnement technique et accompagnement financier, je voudrais quand même redétailler un petit peu l'accompagnement technique très rapidement. Donc, Michel l'a dit, on a besoin d'abord d'un audit. Et puis, Vincent l'a complété, il faut vraiment travailler sur principalement l'enveloppe, puis les systèmes. Nous, on s'attache vraiment dès le départ que le point de départ de notre accompagnement technique, ce soit une étude qui soit à la fois une étude thermique, mais aussi une étude sociale et économique pour que le ménage et effectivement on puisse optimiser le programme de travaux en fonction des besoins, l'amener le plus loin possible en performance, mais en prenant en compte les capacités financières et les ressources des ménages. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, comme peut le faire Dorémy, on va bien sûr accompagner les projets dans le choix des artisans, le suivi du chantier, et puis après, on reste 3 ans avec le ménage pour mesurer ce qu'on a réalisé, et puis surtout, bien sûr, l'atteinte des économies d'énergie et pouvoir avoir valider finalement la fiabilité des études qu'on a pu produire, ce qui nous permet d'avoir un historique et de nous assurer que ces économies d'énergie qui sont bien sûr estimées avant travaux, elles sont bien réelles pour le ménage. Ce coût d'accompagnement, on n'en a pas parlé encore. Il est très important. Aujourd'hui, ces coûts, ils sont de plusieurs milliers d'euros. Nous, on est sur un coût moyen d'accompagnement technique qui est de l'ordre de 3 500 à 4 000 euros. Il faut bien voir aujourd'hui que la plupart des ménages ne sont pas en capacité de payer ce coût d'accompagnement en plus du coût des travaux. C'est pour ça que la société, le service public a été créé, puisque ça nous permet, nous, de le mettre en œuvre avec des coûts qui sont forfaitaires et beaucoup plus modérés pour les ménages, notamment pour les ménages précaires et modestes et très modestes au sens de l'ANA. En région Hauts-de-France, il faut bien voir, on a à peu près 60% de la population qui sont des ménages qui sont sous les plafonds de l'ANA. Donc on a un territoire qui est assez pauvre et en plus avec du bâti très ancien. Donc ça, c'est pour toute la partie accompagnement technique. Et en parallèle, on met en place un accompagnement financier qui va nous permettre finalement de faire toute la gestion financière du projet. Donc nous avons été autorisés par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, comme une banque, pour pouvoir faire du financement au direct aux ménages. De ce fait, en fait, on va vraiment prendre la gestion financière du projet, payer en direct les entreprises. Ça va nous permettre de détendre un petit peu les situations. Pas de risque d'impayé pour les entreprises, notamment pour les dossiers des ménages les plus précaires. On va pouvoir avancer la totalité du montant des travaux. Donc les projets vont se déclencher très rapidement, sans attendre d'avoir les premiers versements des aides.
On va collecter les aides directement, ce qui évite tous les flux financiers et simplifie grandement les projets. Et puis on va mettre en place un prêt uniquement sur la partie reste à charge, donc montant de travaux, moins les subventions, moins les certificats d'économie d'énergie qu'on va générer aussi en propre pour les projets. Et ces prêts, donc aujourd'hui, sont de différents modes. On a des prêts de tiers financement classiques, donc ça, ce sont des prêts à bateau et à très longue durée. Donc on est aujourd'hui sur 25 ans. Vincent le disait tout à l'heure, avec des prêts de 25 ans, en fait, on arrive à avoir un équilibre qui est assez bon. Mais on va aussi distribuer l'éco-PTZ, notamment rénovation globale, qui est aujourd'hui un outil vraiment idéal puisqu'il n'a pas de coût pour le ménage et qu'il permet de financer 50 000 € sur 20 ans. Donc on est vraiment dans ce qui est dans un optimum aujourd'hui. Juste un exemple en chiffres. Aujourd'hui, nos rénovations, elles sont de l'ordre de 50-55 000 €, donc pour une maison individuelle classique. On a à peu près, alors en fonction des ménages, on peut, pour les ménages qui sont au-dessus des plafonds, donc plutôt alors pour MaPrimeRénov', on a des couleurs, les jaunes et les bleus, c'est les plutôt précaires, et puis les violets et les roses, c'est ceux qui ont un peu plus d'argent. Donc pour les ménages qui sont le moins subventionnés, on peut aller chercher quand même jusqu'à 10 000 € d'aide sur de la rénovation un peu performante, donc c'est pas négligeable, c'est quand même 25%, ou 20% pardon, du montant des travaux. Et puis sur les ménages les plus modestes, on peut aller chercher jusqu'à 25 000 € d'aide. Donc ça diminue fortement le montant de financement qui sont nécessaires à mettre en place. Donc on fait des financements qui sont entre 30 et 40 000 €. Donc ça représente en éco-prêt à taux zéro entre 125 et 160 € par mois. Et sur la majorité des projets, on atteint des économies d'énergie qui sont de l'ordre de 100 € par mois. Donc on a une bonne partie des mensualités qui finalement sont financées par les économies d'énergie. Et ça, c'est ce qui fait notre particularité, c'est que, au contraire d'une banque, l'octroi de nos prêts de financement va tenir compte de ces économies d'énergie comme une réelle ressource pour le ménage. Donc on n'est pas encore à garantir ces économies d'énergie et à ce que ce soit complètement transparent, comme ça pourrait l'être dans les ensembliers que va nous présenter Monsieur Ossillou juste après. Mais voilà, on va vraiment prendre en compte ces économies d'énergie comme une ressource. Ce qui fait que ça va nous permettre d'accompagner plus facilement des ménages. Je voudrais juste préciser qu'aujourd'hui, on est en capacité de mettre en place ces financements long terme à bateau parce qu'on a deux types. On est financé par deux modes de financement. D'abord, on a reçu une dotation de la région assez importante, plus de 7 millions € pour commencer notre activité et pouvoir faire les avances des aides sans frais. Je n'ai pas précisé que on est un service public, on aide des ménages précaires, donc il n'y a pas du tout de frais, hormis le taux d'intérêt réduit sur la mise en place de l'accompagnement financier. Et puis surtout, on a un prêt long terme auprès de la Banque européenne d'investissement. On a signé un deuxième prêt, donc on a eu deux prêts de 30 millions chacun pour pouvoir faire ces prêts de long terme jusqu'à 25 ans auprès des ménages. Donc c'est vraiment le fait que ce soit un modèle intégré qui va à la fois mettre en place un financement adapté à un programme optimal de travaux qui finalement nous permet de sortir un petit peu du modèle. Aujourd'hui, quand on accompagne des ménages modestes et très modestes, je vais dire hier plutôt, la tendance était plutôt de réduire le coût des travaux pour maximiser les aides. Aujourd'hui, nous on sort de ce modèle-là, on dit vraiment on optimise le programme de travaux et on va chercher et mettre en place les financements qui vont bien et qui vont permettre à ces ménages-là de pouvoir réaliser ces travaux. Alors juste pour préciser, on a un petit peu d'historique maintenant. On a accompagné, régie du service public, donc en Hauts-de-France, un peu plus de 1000 logements individuels et puis près de 2000 logements collectifs. Aujourd'hui, il y a 6 sociétés de tiers financement en France. Donc on a, avec les 6 sociétés de tiers financement, on commence à être des acteurs assez importants de la rénovation. On s'est constitué en association, ce qui nous permet... On peut passer la diapo suivante. Oui, vous pouvez peut-être passer... Oui, merci. On s'est constitué en association, ce qui nous permet en fait de capitaliser notre expérience et de grossir ensemble pour aller un petit peu plus loin.
Et puis, surtout, on réfléchit avec d'autres acteurs, avec tous les acteurs qui sont autour de la table pour savoir ce qu'il faut faire maintenant pour aller plus loin. On l'a déjà dit, les axes, finalement, ils sont d'abord comment motiver les ménages. C'est vrai que Michel l'a rappelé, la rénovation, c'est quand même compliqué, surtout si on veut les amener sur de la rénovation performante, donc ça fait peur aux ménages. Mais aussi, on a aujourd'hui des systèmes d'aides qui ne sont pas forcément très favorables. On commence à avoir des aides à la rénovation performante intéressantes, mais elles sont toujours en compétition avec des aides au monolo qui sont quand même beaucoup plus faciles à mettre en place pour les ménages. Le deuxième point, c'est que des financements, on voit, il y en a qui fonctionnent aujourd'hui, l'éco-PTZ, le nouveau prêt avance rénovation qui devrait être très intéressant, les sociétés de tiers-financement, mais finalement, ils ne sont pas assez utilisés aujourd'hui par les ménages, et on doit pouvoir amener aussi le secteur bancaire, le secteur privé à se mettre sur ce type de modèle pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Un service public financé majoritairement par l'État ou par les régions, par les institutions, ne pourra pas traiter les 700 000 rénovations qu'il y a à faire. Et puis le dernier point, et puis j'aurai fini. le dernier point, c'est vraiment, ça c'est tout le sujet de Vincent et de Dorémy notamment, c'est comment on a une offre qui soit vraiment pertinente, mais surtout disponible. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artisans, on a beaucoup de tout petits artisans qui ont du mal à se former. C'est facile de se former quand on est une PME et qu'on peut envoyer des salariés se former pendant que les autres travaillent. Quand on a des toutes petites entreprises, ça reste compliqué. Donc ça va prendre du temps à ce que tous les artisans aient un niveau de qualité suffisant. Et puis surtout, on n'en a pas assez. On a aujourd'hui des entreprises qui, quand elles travaillent bien, sont overbookées et ont des carnets qui sont remplis. Donc on a deux enjeux vraiment sur l'attractivité des métiers qui sont à la fois les métiers de la réalisation des travaux, mais aussi de l'accompagnement, parce que la rénovation globale nécessite un accompagnement quasiment systématique. Eh bien, parfait. Benjamin Giron, vous êtes ingénieur urbaniste chez Algoé, spécialisé, oui le micro, elle va passer, spécialisé dans l'accompagnement des collectivités locales. Vous allez faire plus un focus sur la question de la réglementation, son évolution, et puis des zones pavillonnaires. Oui, totalement. Donc pour me présenter, moi je suis ingénieur et urbaniste. Je travaille depuis une quinzaine d'années pour accompagner les collectivités dans leurs problématiques de transition écologique et de manière un peu plus spécifique, puisque c'était une première partie de ma carrière avec des focales sur les questions d'aménagement du territoire, de rénovation et de construction. Donc on va compléter effectivement ce qui a été dit jusqu'à présent avec un petit pas de côté, un peu aussi pour illustrer la manière dont on accompagne et dont les collectivités et les services de l'État pour répondre à cet enjeu, ça a été dit, de la rénovation énergétique. Donc on essaie de répondre à la question qui avait été posée, comment réussir la rénovation énergétique des logements. Alors on pense que peut-être la question comment on l'a commencé véritablement avant de savoir si elle a réussi, il nous semble. En tout cas, on va vous partager quelques éléments de constats déjà et puis de propositions qu'on est en train de développer au sein de notre société. Je veux bien la slide suivante. Petit focus, alors en image, pour vous montrer un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, le parc de logement. Alors là, c'est la photographie en 2018, donc répartie selon les étiquettes. Donc vous voyez en bas les étiquettes, c'est un peu comme sur les frigos. Donc l'objectif, ça a été redit, c'est qu'à l'horizon 2050, l'ensemble du parc de résidence principale, donc ces 30 millions de logements, on soit en étiquette A ou B. Donc ça veut dire qu'il y a 97% du parc aujourd'hui qui doit passer de l'autre côté de la barrière rouge. Voilà. Pour rappel, depuis 10 ans, ce que les chiffres de l'État donnent, c'est qu'il y a tout un tas d'objectifs et qui remontent au Grenelle depuis 2008. Donc cette histoire, elle est quand même un peu ancienne. Ce qu'on a observé depuis cette dernière dizaine d'années, c'est que globalement, la consommation énergétique du logement a baissé de moins de 3%. Donc si on regarde la courbe, c'est moins de 3% en 10 ans. Donc bien évidemment, aujourd'hui, le constat qui est fait, et par un certain nombre d'instances, la Cour des comptes a remis un rapport cet été, le Conseil pour le climat aussi régulièrement, montre qu'aujourd'hui, il y a une problématique, en tout cas, sur les politiques publiques qui sont menées à différents niveaux. Je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. Le premier point sur lequel on souhaitait insister, alors non, c'est pas celle-là. Voilà, merci. La question de la réglementation.
On parle beaucoup, vous savez, ou vous savez pas, on a beaucoup parlé de la réglementation pour la construction neuve. Vous savez, donc à chaque fois qu'il y a des travaux pour un permis de construire, pour des bâtiments, que ce soit des maisons individuelles ou des maisons collectives, on doit répondre à un certain nombre d'objectifs de consommation énergétique. Et donc il y a la réglementation environnementale 2020, qui est parue et qui est en application depuis le début d'année, qui s'applique pour les travaux neufs. Et qui exige aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui sont ultra performants en termes énergétiques. Quand on fait le parallèle avec la rénovation, on se rend compte que ce levier-là n'est pas mobilisé, puisqu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pour le neuf, où finalement la réglementation qui est exigée à chaque dépôt d'autorisation de construire, donc quand vous déposez un permis, les services instructeurs auprès de chaque commune, de chaque intercommunalité, doivent s'assurer que vous obtiendrez dans le cadre de vos travaux la performance attendue. Pour la rénovation, ce n'est pas le cas. En tout cas, la rénovation, c'est ce qu'on essaie d'illustrer ici. On a 2 niveaux de réglementation. On distingue la réglementation par élément. Par élément, ça veut dire si vous changez la fenêtre, si vous faites l'isolation en façade, si vous changez, si vous faites une petite extension, on va vous demander d'atteindre un niveau de performance énergétique. Donc ça, c'est la flèche, ce qu'on appelle existant par élément. L'objectif, alors, elle va évoluer en 2023. Mais là, lorsqu'on compare le niveau d'exigence réglementaire de cette réglementation, on est 30% en dessous de l'objectif BBC rénovation, dont Vincent parlait tout à l'heure. Et puis quand on prend la rénovation globale, c'est-à-dire que si vous faites un gros projet de plus de 1000 m², vous rénovez, on va dire, la globalité de votre bâtiment, ce que dit la loi aujourd'hui, enfin aujourd'hui, plutôt ce qu'elle disait en 2008, et ceci n'a pas changé, c'est qu'on est à un niveau de l'étiquette D. Donc un des premiers leviers aujourd'hui qui peut être mobilisé, coûte pas grand-chose, ni à l'État ni aux collectivités, c'est de rehausser et d'aligner en fait cette réglementation thermique. Aujourd'hui, effectivement, c'était dit, pour le ménage, c'est excessivement compliqué. Vous baladez entre 3 niveaux de référentiel. Vous avez le référentiel MaPrimeRénov', où on va se situer au niveau BBC, la première flèche. Et puis en fonction de la nature des travaux, vous êtes sur ces 3 niveaux. C'est extrêmement compliqué. Donc il faut déjà, et c'est souligné dans un certain nombre de rapports, de la Cour des comptes notamment et du Haut Conseil pour le climat, il faut qu'on soit clair sur les objectifs. L'objectif, alors ça ne l'est pas encore, on a avancé, mais ça ne l'est pas encore complètement. Il faut qu'effectivement l'État et également les collectivités qui peuvent le mobiliser dans le cadre de leur PLUI définissent un niveau de rénovation énergétique qui soit celui de la stratégie nationale bas carbone et qu'on soit bien aligné sur BBC Réno. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc j'ai bien la slide d'après. C'était dit aussi, donc on va pas s'attarder, mais il nous semblait important peut-être d'apporter quelques focales issues de notre retour d'expérience. On a parlé de la difficulté effectivement pour les ménages d'appréhender et de mettre en place. On a, nous, dans le cadre de nos missions, on accompagne beaucoup la mise en place de ces plateformes de rénovation énergétique, on fait leur évaluation, on a fait un certain nombre d'études, on en a mené une là sur la rénovation énergétique de la maison individuelle. Et en tout cas, parmi les éléments de constat qui ressortent de un certain nombre d'études que je vous partage ici, c'est que contrairement parfois à ce que les professionnels peuvent penser, en tout cas, nous, il nous semble qu'il n'y a pas un marché massif de la rénovation énergétique. En revanche, il y a un marché massif de l'amélioration de l'habitat. Effectivement, si on engage les travaux, si les ménages engagent les travaux ou veulent faire évoluer leur habitation, leur logement, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est moins pour des raisons de rénovation énergétique que pour des questions de j'ai un besoin immobilier qui s'agrandit, j'ai un logement, j'ai les enfants qui partent, je dois accueillir mes parents. Donc c'est cette question d'amélioration d'habitat. Donc il faut sans doute changer la manière dont on appréhende les questions de rénovation énergétique et plus les intégrer dans des problématiques plus globales d'amélioration de l'habitat. L'autre point aussi qui nous paraît important, et qui montre aussi sans doute une limite du système actuel, c'est qu'on considère qu'un ménage égale un mètre d'ouvrage. Dit autrement, le dispositif dont on a parlé considère que les ménages, on leur donne de l'information, on met du conseil à disposition, on leur met des produits financiers, et finalement à eux d'être maître d'ouvrage, c'est-à-dire d'engager les travaux, de faire appel aux bonnes entreprises, aux bons conseillers. C'est extrêmement compliqué. On le verra après, je pense, sans dévoiler ce dont va nous parler Vincent, mais qu'aujourd'hui, une des limites du dispositif, c'est que le ménage n'a pas la vocation, n'a pas la compétence, n'a pas les appétences d'assurer la réalisation de ces travaux dont on a vu qu'ils sont extrêmement compliqués, techniquement, administrativement, financièrement. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver des structures, relais, alors ça a été présenté dans le cas d'avant, mais qui prennent en charge, qui fassent de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, voire de la maîtrise d'ouvrage déléguée auprès des ménages pour prendre en main véritablement ces problématiques.
Un petit exemple, en préparant un petit peu cette réunion, on a fait un peu le recensement. Alors c'est le dernier point, des sociétés d'économie mixte. Vous savez, c'est ces grandes structures publiques ou parapubliques qu'on voit souvent dans le cas des projets d'aménagement, là pour le coup, pour construire des projets neufs dans le cas de requalification de villes. En fait, on en a un certain nombre. On s'est simplement intéressé, là, parce qu'on avait les chiffres sous la main, à celles qui sont financées par la Caisse des dépôts et consignations. Donc la Caisse des dépôts et consignations, je parle sous le contrôle des représentants d'État, mais et actionnaires d'une cinquantaine, soixantaine de SEM en France. Et en fait, il y en a moins de 5 qui sont dédiés à la rénovation énergétique de logements. Donc aujourd'hui, il y a une distorsion complète entre les objectifs qu'on se donne et les moyens, notamment opérationnels, pour mettre en œuvre et mettre en pratique cette rénovation énergétique. Donc il y a sans doute, en tout cas on le pense, il y a un changement de posture à avoir sur les dispositifs d'aide. Il faut se focaliser sur la mise en œuvre. Et le dernier point pour compléter, dans les minutes qui me restent, ça fait finalement voilà, on parlait de la maison individuelle. Je veux bien la slide d'après. S'il vous plaît. Hop, la dernière slide avec voilà. les présentations. Celle-là. Alors pour compléter ce que disait Vincent, je vais aussi parler de la maison individuelle. Il se trouve que moi, on a eu la chance de travailler sur une mission sur la question de la maison individuelle avec un autre angle, moins technique, mais plus comment on appréhende et quels sont les dispositifs pour mettre en place, sans doute pour permettre à des dispositifs quelques dorémis d'intervenir. Donc ça a été dit, maison individuelle, c'est plus de la moitié du parc en France. Un chiffre, c'est 10% de la consommation totale en France. C'est issu de la maison individuelle. Et ce qui est aussi intéressant, en tout cas ce qu'a révélé l'étude que j'ai eu la chance de piloter, c'est que c'est quand même un tissu pavillonnaire, c'est des habitants qui sont mal connus, des spécialistes de l'aménagement du territoire, qu'ils soient urbanistes, j'en suis un, architectes, toutes les sociétés qui travaillent à la rénovation ou à la construction de la ville. Donc il y a tout un tas de polémiques que vous regardez dans la presse. Je lisais encore hier des articles sur on fustigeait les tissus pavillonnaires. D'ailleurs, on manque de mots pour qualifier ces zones-là. Donc globalement, on les connaît mal dans le jargon un peu universitaire et institutionnel de ces experts de l'aménagement. Et donc, un des constats, je veux bien la slide d'après, avec un certain nombre de partenaires, hop, après voilà, des partenaires avec qui on travaille là-dessus, on a partagé un certain nombre de constats concernant les maisons individuelles, en disant que c'est une espèce d'ovni dans le paysage de l'aménagement. Effectivement, il y a beaucoup de postures, de débats, d'a priori, mais au global, il y a peu de personnes qui travaillent dessus, réellement et concrètement. Et qu'en tout cas, les études qu'on a pu mener, c'est que tout un tas de dispositifs qui existent aujourd'hui sur comment rénover de manière massive les maisons individuelles restent encore peu probants. En tout cas, on n'a pas des effets d'échelle sur ces dispositifs. Par ailleurs, on pense que les zones pavillonnaires aujourd'hui, ça peut être des nouveaux lieux de la fabrication écologique et urbaine. Pour autant, pour le faire, sans doute que ce qu'on considère, c'est que il ne faut pas appréhender la rénovation de la maison énergétique individuelle en tant que telle, mais il faut appréhender à une échelle plus globale. En fait, il faut repenser le lotissement, le quartier, en fait, et que la question de la rénovation énergétique soit finalement des travaux embarqués. Donc il y a eu des notes de la Fabrique écologique notamment qui ont été publiées par rapport à ça, c'est de dire il faut repenser, redonner vie, refaire des projets, embarquer les habitants sur ces quartiers. Et effectivement, la question de la rénovation énergétique doit faire partir bien évidemment de cette composante, mais pas que. Ce n'est pas que la seule donnée d'entrée. Et donc le dispositif qu'on est en train d'expérimenter avec ses partenaires, alors je vais les citer, donc Développe, Vraiment, et puis Nobatec, Inefcat, c'est de dire il faut qu'on repense une nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, la boîte à outils qu'on a dans les métiers de l'aménagement ou de la rénovation, elle n'est pas adaptée au tissu pavillonnaire. D'ailleurs, elle n'existe pas vraiment, parce que c'est, comme je vous l'indiquais avant, ça s'est construit un peu en dehors de la boîte à outils classique de l'urbanisme. Ce qu'il faut, c'est qu'on embarque les habitants, qu'on fasse avec eux. Voilà. Et donc, on va passer les slides d'après. Bon, une slide qui est complètement illisible, on va peut-être passer à celle d'après. C'était pour vous présenter. Ce qu'on pense important, c'est on ne va pas rentrer de front avec la question de la rénovation énergétique. Par contre, on va traiter la question de la qualité de vie dans le quartier. Donc ce que vous voyez ici, c'est des exemples. Alors l'idée c'est de tester ça dans des quartiers. On est en discussion avec des collectivités pour ce faire. Mais c'est ce qu'on appelle, alors dans notre jargon, des activateurs de projet. En gros, on amène les personnes à penser en disant, à les interroger sur leur niveau de vie, leur niveau de ce qu'ils veulent voir dans leur quartier. Alors on a plusieurs exemples comme ça. L'idée c'est d'arriver sur des réalisations à très court terme. Alors ça peut être sur les questions de mobilité, sur les questions de distillerie, de brasserie locale, d'avoir une chambre en plus qui soit partagée. Mais l'idée c'est comment collectivement et en partenariat
avec les collectivités et avec les ménages, on arrive à remettre du projet, à repenser la question de comment on vit dans ces quartiers, qui effectivement étaient beaucoup pensés pour la voiture individuelle, comment on réaménage ces espaces publics pour les modes actifs, pour les vélos, pour les piétons, et puis petit à petit, comment on emmène aussi sur les ménages sur les questions de rénovation énergétique. Par contre, ce dispositif, il nécessite effectivement d'être très réactif, mais également d'avoir de la contractualisation entre les collectivités et les ménages. Voilà. Donc sans doute avec des dispositifs comme ça a été évoqué, le SUP et puis de Doremi. Eh ben merci. Il y a beaucoup de questions, donc on va d'abord conclure les présentations et puis y répondre. Vincent Ossiou, donc vous êtes directeur du département économie de France Stratégie, et on va vous demander de développer la solution des ensembliers. Merci, oui. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Je vais passer rapidement, mais notamment, il y a un point de constat absolument essentiel. Donc, on peut voir sur la première diapositive. Clairement, pour être sur notre trajectoire de neutralité carbone, nous devons augmenter, comme ça a été dit, beaucoup les rénovations globales performantes. Et clairement, nous avons un sujet de financement quand on le regarde au niveau de l'ensemble du pays. Aujourd'hui, en 2021, c'est 15 milliards d'euros d'investissements déjà qui sont dans la rénovation énergétique. Il y avait avant le plan de relance de l'ordre de 4 milliards d'euros de subventions publiques, et aujourd'hui nous sommes à 6 milliards d'euros. En 2021, on était à 6 milliards d'euros de subventions publiques. Et pour atteindre le nombre, la trajectoire de rénovation globale performante, pour être en cohérence avec notre trajectoire pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, nous devons augmenter de 10 milliards d'euros par an l'investissement dans la rénovation énergétique, et bien évidemment, pas simplement augmenter les sommes, mais s'assurer qu'elles soient bien utilisées pour des rénovations performantes. Puisqu'aujourd'hui, il y a une évaluation que sur les 15 milliards d'euros d'investissement dans la rénovation énergétique, de l'ordre de 8 milliards seraient mobilisés pour des rénovations qui ne génèrent pas beaucoup d'économies d'énergie. De ce point de vue-là, alors on peut voir sur la diapositive suivante, nous avons fait une analyse avec le CIRED sur la part du parc de logements privés, sur lequel en fait les économies sur la facture énergétique pourraient amener à rentabiliser le coût des travaux sur une période de maximum 20 ans. Quand on est sur des bâtiments ensuite en performance en catégorie C, c'est de l'ordre de un tiers du parc immobilier sur lequel cela permet cette rentabilité sur 20 ans. Mais ceci, ce sont des calculs sur la base des prix de l'énergie avant la crise énergétique que nous connaissons. Donc bien évidemment, dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus important. Mais comme la question qui a été posée, c'est de dire « Ah, mais si les prix de l'énergie augmentent, comment ça se passe sur la facture du ménage ?» Donc là, il faut avoir en tête que pour les opérateurs ensembliers, le concept, c'est qu'il y a un calcul de la facture que le ménage aurait dû payer s'il n'avait pas fait la rénovation énergétique. Donc, il tient compte du prix de l'énergie au moment de la facture et sur le calcul du vecteur énergétique, donc de la source d'énergie utilisée pour le bâtiment après la rénovation, pour éviter des écarts trop importants dans les prix des sources d'énergie. De ce point de vue-là, quand même, c'est un argument majeur au sens où le ménage peut avoir en tête que s'il fait la rénovation énergétique, il n'a rien à payer de plus que s'il ne la fait pas. Et de ce point de vue-là, notamment aussi, on sait que dans les cas des copropriétés, c'est souvent très difficile d'arriver à convaincre l'ensemble des copropriétaires parce que certains ont des contraintes financières, beaucoup ne veulent pas par exemple s'endetter.
Et là, ça peut être un argument majeur de on ne dépense pas plus dans la copropriété pour faire la rénovation énergétique que si on ne la faisait pas. C'est un point important. On sait donc aussi... Il y avait des questions dans la salle justement sur les copropriétés qu'on n'avait pas abordées jusqu'à présent. On pourra y revenir. Donc on sait justement en plus qu'on a un sujet dans le financement aujourd'hui de la rénovation énergétique puisque ce sont les propriétaires bailleurs qui doivent porter l'investissement dans la rénovation énergétique et ce sont les locataires occupants qui bénéficient d'une baisse de la facture énergétique. Et donc là, ça permet d'aligner les intérêts des parties prenantes, puisque le locataire va bénéficier d'une amélioration de son confort, puisqu'on sait que la rénovation énergétique, un des éléments très importants, c'est bien entendu l'amélioration du confort et l'amélioration des conditions sanitaires. On sait que aujourd'hui, il y a des questions sanitaires, justement, notamment dans les passoires énergétiques. Par ailleurs, c'est également un confort pour faire face donc aux périodes de canicule, pour avoir une température beaucoup plus supportable dans son bâtiment. Donc le locataire bénéficie quand même directement du bénéfice du logement beaucoup plus confortable. Et en revanche, c'est donc les économies d'énergie qui vont financer les travaux. Par ailleurs, donc comme ça a été dit, on sait qu'il y a un gros problème de confiance et de capacité des particuliers à trouver les bonnes entreprises pour faire les travaux, etc. Et dans le concept d'opérateur ensemblier, donc, c'est l'entreprise qui porte l'investissement et qui se rembourse par donc un partage des économies sur la facture énergétique. Et donc, de ce point de vue-là, donc comme je l'ai dit, sur le calcul de la facture énergétique, l'écart entre la facture qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la rénovation énergétique et la facture effective. Et du coup, un des avantages absolument essentiels de ce point de vue-là, c'est qu'on aligne les intérêts de l'entreprise qu'on appelle opérateur ensemblier. Alors ça peut être une société de tiers financement, donc une société d'économie mixte, ça peut être une entreprise privée. Clairement, on aligne cet intérêt avec l'intérêt du particulier, puisque la rentabilité de l'opération pour l'entreprise est directement déterminée par le fait de faire une rénovation énergétique qui génère le plus possible d'économies d'énergie et en même temps réalisée au meilleur coût. Et de ce point de vue-là, c'est donc ce qu'on peut voir sur la diapositive suivante, voire même celle d'après. Clairement, c'est les entreprises et les sociétés de tiers financement ont développé leur capacité à faire le diagnostic avant la rénovation sur la rentabilité possible. On peut mettre la diapositive d'après ? Oui, même après. Même, voilà. Donc, clairement, ça c'est une compétence que les entreprises peuvent développer. Déjà, beaucoup ont développé là-dessus des compétences et ça peut se renforcer. Et par ailleurs, il peut y avoir ensuite un test post-rénovation sur la qualité de la rénovation. Là, on sait qu'on a aussi déjà des diagnostics qui peuvent être faits de cette manière-là. Et donc, ça garantit vraiment pour le particulier le fait que, d'une part, il n'a à traiter qu'avec une seule entreprise, que cette entreprise a vraiment les mêmes intérêts que lui de réaliser une rénovation énergétique performante au meilleur coût, et que par ailleurs, si jamais l'entreprise ne le gère pas bien, si la rénovation énergétique est moins performante que ce qui était anticipé ou que le coût est plus élevé, c'est l'entreprise qui porte le surcoût justement et qui peut même arriver à apporter des pertes dans certains cas. Donc là, une des suggestions que nous faisons, c'est qu'il y ait un système de garantie publique qui prenne, lorsqu'il y a vraiment des pertes, la responsabilité pour la moitié de ces pertes, donc pas la totalité bien évidemment, pour garder
la bonne incitation pour les entreprises, bien évidemment, d'avoir l'intérêt de réaliser la rénovation énergétique globale performante au meilleur coût. Mais c'est un moyen d'optimiser les aides publiques. Et d'ailleurs, il peut y avoir une clause ou un système de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que les aides publiques mobilisées, si jamais, notamment par exemple si les prix de l'énergie augmentent fortement ou quoi que ce soit, la rentabilité de l'opération est plus importante, et dans ce cas, les opérateurs ensembliers peuvent redonner une partie des aides qui n'étaient pas nécessaires à la puissance publique. En revanche, quand il y a des pertes, la puissance publique mobilise des aides. Et lorsque, après, alors dans un premier temps, on va se concentrer sur des bâtiments, des maisons individuelles, sur lesquels il peut y avoir la rentabilité énergétique sur une période de 20 ans ou 25 ans, ou moins. Mais dans un deuxième temps, on peut justement optimiser les aides publiques pour les bâtiments sur lesquels il n'y aura pas cette rentabilité. Et donc de les augmenter sur les bâtiments dont on sait, notamment certains bâtiments qui sont historiques en quelque sorte, on sait que c'est beaucoup plus cher. Là-dessus, vous avez une question ? Non, c'est juste, j'attends que vous terminiez parce qu'on a beaucoup de questions effectivement à poser. Je vous laisse conclure. Alors, au bout des 10 minutes. Pour conclure, c'est un moyen de mobiliser une ressource supplémentaire pour financer la rénovation énergétique des bâtiments dans le pays, puisqu'on sait que en termes de finances publiques, on mobilise déjà beaucoup d'aides et on sait qu'on a quand même des contraintes sur notre capacité à augmenter encore plus les aides, puisque bon, on a un déficit public, on a une dette qui est importante. Et par ailleurs, on sait aussi que les particuliers ont aussi beaucoup de contraintes et beaucoup n'ont pas le financement pour pouvoir le faire. Et même ceux qui l'ont sont souvent très réticents à s'endetter pour ce genre de choses. Et là, c'est une solution qui évite que le particulier s'endette. Et un des autres avantages, c'est que comme l'opérateur ensemblier reste en contrat avec le particulier sur la période où il récupère son investissement sur les économies sur la facture énergétique, il peut faire un accompagnement du comportement des ménages, c'est-à-dire que si il peut conseiller, par exemple, lorsqu'il y a un achat d'un équipement, pour le conseiller sur un équipement qui soit plus performant en termes de consommation énergétique, qui puisse éventuellement être piloté pour éviter les pointes de consommation d'électricité au moment où les prix sont les plus chers. Voilà. Enfin, donc il y a beaucoup d'intérêt de ce point de vue-là. Et juste pour conclure là-dessus, c'est beaucoup plus facile de trouver des financements pour les entreprises que pour les particuliers. Quand je dis trouver des financements, c'est-à-dire que des acteurs financiers vont prêter aux opérateurs ensembliers ou avoir des véhicules financiers qui leur permettent donc de sortir ces investissements, que ça ne soit pas bloquant en termes de CAPEX pour ces entreprises. Ben merci. Alors j'essaie de prendre un peu les questions dans l'ordre. Il y en a beaucoup sur les ensembliers justement. Bon, certains craignent les usines à gaz inventées par les énarques évidemment, mais une des questions. Je suis pas énarque, hein. Voilà, la réponse est donnée. Une des questions qui est récurrente, c'est est-ce que le risque c'est pas que l'opérateur se concentre sur les projets rentables, les bâtiments très mal notés, et qu'on ait du mal à s'attaquer aux bâtiments les moins rentables? Alors justement, d'une part, on sait qu'on a quand même une priorité. Enfin, on sait bien qu'on ne va pas traiter tous les bâtiments demain, qu'il va y avoir une progression et que nous avons besoin de structurer l'écosystème, que nous avons besoin de faire monter en compétences et en formation beaucoup plus de personnel. Et alors justement, ça peut être intéressant quand on y réfléchit au niveau national. On va se concentrer d'abord sur les opérations sur lesquelles les économies d'énergie sont importantes et donc permettent de financer les travaux. Ça va nous permettre de faire monter en compétences, développer beaucoup plus de professionnels et donc de gens qui travaillent dans ce secteur.
et par ailleurs de faire baisser les coûts unitaires de la rénovation, parce qu'on va développer les innovations. Et il y en a plusieurs qui sont en cours là-dessus pour justement pour des matériaux aussi plus respectueux pour l'environnement, etc. Et donc, dans un premier temps, effectivement, on se concentre sur ces bâtiments sur lesquels il y a une rentabilité. Alors, bien évidemment, ça n'exclut pas les autres, mais pour les autres, l'opérateur ensemblier ne remplace pas tout l'écosystème. Bien entendu, les systèmes qui existent aujourd'hui peuvent continuer, mais en revanche, ils peuvent se combiner avec des opérateurs ensembliers qui vont faire monter en puissance, qui vont aider à structurer l'écosystème, à faire la formation, et par ailleurs, donc, à faire baisser les coûts unitaires de la rénovation énergétique. Et ensuite, pour comme la partie du parc immobilier sur lesquels il n'y a pas de rentabilité de ce point de vue-là sur une période de 20 ans ou 25 ans, justement, on optimise les aides publiques pour les cibler sur ces types de bâtiments. Alice Morcrette, peut-être, vous qui représentez le service public en la matière, est-ce que vous êtes convaincu par la nécessité de faire appel aussi au privé sur cet enjeu ? Oui, ça c'est sûr que vu les enjeux, vu les volumes, de toute façon, il faut qu'on soit plusieurs à traiter les sujets. Les cibles sont vraiment très diverses et oui, il faut qu'on ait des solutions qui s'adaptent aux cibles qu'on a dites. La rénovation facile, en tout cas les maisons pour lesquelles ce sera rentable, il faut absolument qu'on y arrive. Il n'y a pas de raison, c'est les plus simples à mettre en œuvre. Donc pour remplir les objectifs, il faut vraiment trouver des solutions qui soient idéal pour celle-ci. Et puis les rénovations les plus complexes, on a déjà plein de dispositifs qui essayent de travailler justement sur soit dans le cas où c'est compliqué parce que ça coûte très cher, soit pour les ménages qui sont très précaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des ménages dans les très précaires qui ne payent pas de facture d'énergie, qui ne se chauffent pas aujourd'hui. Donc pour cela, ces modèles-là peuvent pas marcher. Donc il faut qu'on ait plusieurs solutions et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et Vincent l'a très bien dit, avoir des ensembliers qui permettent de faire du volume, de développer l'offre, de réduire les coûts, ça va bénéficier effectivement à l'ensemble des opérations. Vincent Legrand, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence sur le personnel disponible en fait, pour faire ces rénovations ? Alors, la concurrence, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup dans la rénovation performante, compte tenu du peu de rénovation qu'on a aujourd'hui en France et compte tenu des objectifs qu'on a. Donc la concurrence aujourd'hui, il faut bien identifier que la concurrence aujourd'hui, elle est liée à la rénovation par morceaux. C'est parce qu'on fait des gestes de travaux, des petits gestes de travaux, que l'on mobilise d'un côté un menuisier, de l'autre côté un chauffagiste et puis un plaquiste ailleurs. C'est ça qui disperse les forces. Aujourd'hui, on a besoin de reconcentrer tout ça sur des vraies rénovations, qui est des vraies baisses des consos, et avec un modèle économique. Je pense qu'on a convergé assez sur cette partie-là. C'est pas de la rentabilité à 2 ans, ça c'est sûr. Par contre, si on veut effondrer ce volume de conso qu'on a aujourd'hui et qui nous rend captifs au niveau géopolitique, qui nous rend émetteurs de gaz à effet de serre, on a cette possibilité d'étaler dans le temps des financements, des investissements. Voilà, et ça, c'est vraiment le cœur de la machine pour nous. Après, il va falloir qu'on montre aux jeunes générations que cette partie-là est attractive. Que faire de la rénovation énergétique, c'est pas empiler des parpaings de façon très ennuyeuse. Au contraire, c'est un vrai challenge. C'est un challenge de chasser les économies d'énergie aux plus petits endroits, d'être rigoureux, d'être technique, voilà, on fait du social aussi parce qu'on sort les gens de la précarité. Donc il faut qu'on redonne du sens à ces métiers-là de rénovation énergétique et de rénovation performante en particulier. Ça, c'est un gros enjeu qui est devant nous. C'est un gros enjeu qui est devant nous aujourd'hui. Il y a aussi des questions liées à l'actualité. On a vu un débat à l'Assemblée nationale sur les oppositions qui avaient fait adopter 12 milliards de crédits supplémentaires sur la rénovation énergétique. Dans ce qu'on vous entend dire les uns les autres, finalement, ils auraient peut-être été bien utiles, ces 12 milliards. Je ne sais pas qui veut répondre ou se prononcer.
Oui, après, effectivement, il y a des chiffres qui sont annoncés, mais je pense, alors le thème de ces GECO, c'est bifurcation. J'ai plutôt l'impression que c'est une convergence ici ce matin, mais sur le fait que, ok, les 12 milliards, mais après, pourquoi faire et pour qui? Est-ce que c'est encore pour démultiplier des aides dans des dispositifs, de nouveaux dispositifs? Parce qu'il y a aussi une illisibilité. On parle de MaPrimeRénov'. Il y a 2 ans, c'était les conseillers faire. Il y a encore 2 ans, c'était encore un autre dispositif. C'est un peu compliqué, cette histoire, quand même, pour poursuivre où on en est. Donc, je pense que s'il y a convergence ce matin, c'est pour dire que les moyens financiers et techniques doivent être mis sur la mise en œuvre. Et effectivement, à travers toute une panoplie, il n'y a pas de concurrence. Il y a justement, on parle de 27 millions, enfin c'est quand même ça le sujet, 27 millions de logements à rénover globalement. On voit les petites marches à monter. Hein. Il faut du monde, il faut du moyen. Donc avant qu'on soit en concurrence, j'espère qu'un jour on sera en concurrence. Mais pour l'instant, c'est plutôt qui se charge du dossier. C'est plutôt ça. On a plusieurs questions justement sur les bâtiments collectifs. Alors, y compris même, on pose la question d'ensemble de bureaux comme la Défense, ou simplement la question des immeubles et de savoir qui prend en charge entre les propriétaires et les locataires. Comment on arrive à trouver un consensus pour faire des travaux au sein d'un immeuble? Est-ce qu'il y a des réflexions, Vincent Legrand, peut-être là-dessus? Moi, je suis plutôt sur la partie maison individuelle, niveau spécialité, mais il y a une première analyse qu'il faut avoir en tête, c'est que un logement collectif, si on commence à le rénover logement par logement, on abandonne la performance. Donc il faut traiter la question, non pas des logements, mais des bâtiments. Et ça, c'est valable pour le tertiaire aussi. C'est-à-dire que si vous commencez par traiter le petit commerce d'un côté, et puis ensuite vous faites le logement du dessus, etc., vous n'arrivez pas à la performance. Vous avez les communs à chauffer, vous avez plein de sujets qui font que vous avez des fuites de chaleur si vous traitez ça comme ça. Donc il faut qu'on aborde la question de la rénovation énergétique bâtiment par bâtiment. Je suis en phase sur le fait qu'il ne faut pas se limiter à ça, hein, il faut aller vers l'amélioration de l'habitat, ok. Par contre, de toute façon, si on veut réduire les fuites de la baignoire, il va falloir isoler, changer de chauffage, changer la ventilation, changer les fenêtres. Donc il y a quand même une base. Il faut qu'on rende attractif cette dimension-là de la réno performante et il faut que ça devienne une offre en soi. Et au-delà de l'amélioration de l'habitat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'était pas un sujet jusqu'à présent que de faire une rénovation performante. Il faut que demain, ça soit une offre. Je prends souvent cette comparaison sur la partie smartphone. En 2006, vous auriez fait une enquête nationale pour dire qui est prêt à mettre 800 € dans un smartphone. Personne aurait dit oui. En 2007, l'iPhone est sorti. En 2014, on vend 1 milliard de smartphones dans le monde. C'est exactement la même chose pour la réno performante. Il faut qu'on ait une offre lisible et attractive. Et pour finir sur la partie logement collectif et tertiaire et la défense, etc., il faut qu'on arrive à prioriser nos actions, y compris dans la politique publique, prioriser nos actions. Moi, ce que je vois simplement, c'est qu'il y a 8 millions de maisons individuelles, construites avant 1975, et qui engouffrent l'essentiel de la conso de chauffage du parc bâti français. 8 millions de maisons individuelles. Et ça, si vous rénovez 300 ou 350 000 maisons de ce type par an, vous en avez déjà pour 20 à 25 ans pour rénover ce parc. Donc on peut aller isoler la défense si on veut, mais je ne crois pas que ce soit une priorité aujourd'hui. Il faut aller vers là où on consomme le plus, et c'est dans ces maisons individuelles d'avant 75 et dans ces logements collectifs d'avant 75. Oui, je voulais juste compléter pour les copropriétés. Donc nous, les dispositifs, on les met aussi en œuvre pour les copropriétés. Donc on a exactement les mêmes principes. Donc on a un accompagnement renforcé. Ce qu'il faut voir, c'est que les copropriétés, elles ont des travaux à réaliser régulièrement, notamment les travaux de façade, puisque dans toutes les copropriétés qui ont été construites en 60-70, si elles ne sont pas bien entretenues, si les travaux de façade ne sont pas réalisés, elles perdent beaucoup de valeur. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut les capter et réussir à leur faire transformer leurs travaux de maintenance finalement en travaux de rénovation plus globale. Mettre de l'isolant au moment où on fait la rénovation de la façade, c'est facile et c'est assez, enfin, ça fait gagner beaucoup. Vincent a raison, ce ne sont pas les logements collectifs qui consomment le plus. Néanmoins, il faut réussir à les capter au moment où elles font les travaux, sinon on est reparti pour 25 ou 30 ans sans rien faire. Et l'enjeu sur les copropriétés, c'est pas tellement de leur faire c'est pas vraiment les travaux, parce que les travaux, ils sont plus faciles, c'est sur l'extérieur, c'est sur les communs, enfin c'est beaucoup moins générateur de problématiques pour les habitants. Par contre,
ils doivent être décidés en commun avec un ensemble de copropriétaires. Et donc, ce sont des projets qui sont longs parce qu'il faut les amener petit à petit à se mettre d'accord sur les projets, à adhérer aux projets et à adhérer au mode de financement qu'on va leur proposer. On fait, bien sûr, on a aujourd'hui des bouquets de prêts collectifs qui permettent de les désolidariser, de leur permettre de financer leurs projets. Ça marche assez bien, en fait, l'équation économique. Le gros enjeu, c'est comment on leur fait prendre la décision et comment on les amène petit à petit à voter définitivement ces travaux. Je termine sur le collectif, mais est-ce que la solution, c'est pas tout simplement la réglementation et d'imposer ces travaux à chaque rénovation de toiture, de façade? Alors, la réglementation, elle existe déjà. Malheureusement, il y a un peu trop d'exceptions. Mais parce que l'obligation de mettre de l'isolation quand on rénove sa façade, elle est déjà dans la loi. Mais dès que c'est pas rentable, et ça, on a beaucoup de gens qui sont capables de montrer que c'est pas rentable alors que ça l'est peut-être quand même, et ben finalement, l'exception peut s'appliquer. Mais effectivement, peut-être on peut aller un peu plus loin sur la réglementation. Sur la réglementation, il y avait quelqu'un qui pouvait rebondir sinon? Ou Benjamin Giron, vous vouliez revenir sur peut-être sur le résidentiel? Il y a une question qui est récurrente, hein, mais est-ce que la solution, c'est pas d'arrêter le mitage du territoire et d'en finir avec finalement ces zones résidentielles? Alors je pense effectivement, moi je m'inscris complètement en convergence avec ce qui a été dit. Le propos, c'est de dire, une des difficultés qu'on a, c'est aborder les questions de rénovation énergétique frontalement. Et on pense qu'effectivement, cette question qui est essentielle, elle doit être aussi appréhendée dans une manière plus globale. Aujourd'hui, il y a une équation qui change un peu la donne en termes d'aménagement du territoire et de comment on pense la question du logement. Vous savez, c'est le zéro artificialisation nette. On aime bien les acronymes. Ce qui fait quand même dire je crois que c'est les dirigeants de Bouygues Immobilier qui disent que dans leur business plan, d'ici 2035, leur métier, ce sera plus de construire des logements neufs, ce sera de rénover de l'ancien. Enfin, Bouygues Immobilier quand même. Donc aujourd'hui, je pense que, et pour les collectivités et les opérateurs, il faut se reposer la question de dire comment aujourd'hui, la manière dont on pensait l'aménagement des territoires. Globalement, on avait le neuf d'à côté, on avait la rénovation, on avait les quartiers politiques de la ville. Il faut revoir un petit peu tout ça. Il faut arriver à dire, finalement, l'habitat de demain, c'est l'habitat d'aujourd'hui qu'on va améliorer, qu'on va bien évidemment rénover énergétiquement, qu'on va repenser vis-à-vis des modes actifs et des modes doux. Et sans doute, un petit chiffre aussi comme ça, il y a 10% aujourd'hui des logements en France, c'est des logements vacants. Ils sont 10%, c'est 3 millions de logements aujourd'hui qui sont inoccupés. Alors certes, ils ne sont pas encore des métropoles là où il y a une tension foncière. Par contre, ça repose aussi la question de la distribution de où les gens habitent. On a quand même plein de sujets aujourd'hui sur la table qui doivent nous amener aussi à repenser tous ces dispositifs qui sont quand même aujourd'hui en silo. Et bien évidemment, avec derrière en ligne de fond la question de cette rénovation et de performance énergétique globale. Juste sur un point sur la partie réglementation, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques semaines qui a été réalisé par l'ADEME. Donc c'est pas encore de la réglementation, mais c'est quand même une agence de l'État qui porte ces propositions-là, qui a été rédigée par l'Institut Négawatt, Greenflex et l'Île-de-France Énergie, donc qui est une structure qui travaille sur le pilotage de la rénovation de logements collectifs en Île-de-France. Et en fait, les propositions, notamment d'obligation de réno dans ce qu'on appelle les faits générateurs, lors de faits générateurs, c'est-à-dire quand vous rénovez la façade, quand vous rénovez la toiture ou quand vous changez le chauffage, ça c'est intégré dans les propositions de ce rapport. Donc c'est un rapport qui s'appelle le financement de la rénovation performante des logements. Et il y a le pendant de cette proposition-là qui est de systématiser, là, je choisis mes mots parce que le terme obligation n'est pas très populaire, de systématiser la rénovation des passoires thermiques en maisons individuelles lors des mutations, lors des ventes. Aujourd'hui en France, il y a 100 à 150 000 maisons passoires thermiques qui changent de main chaque année. C'est le bon moment pour l'acquéreur de faire des travaux. Il n'est pas dans le logement. Généralement, il s'endette pour pouvoir faire des travaux, de toute façon. Donc, c'est un moment qui est extrêmement intéressant pour lancer une rénovation performante. Et donc ça nous permettrait déjà d'avoir 100 à 150 000 rénovations performantes. Aujourd'hui, pour mémoire, on est à quelques centaines de rénovations de maisons individuelles. On est à 50 000 logements rénovés par an en performant, mais sur ces 50 000, on est à quelques centaines seulement de maisons individuelles. Donc là, on ferait un bond sur cette partie-là. Et du coup, sur les nuisances, je voulais revenir quand même sur cette partie pour faire aussi une transition là-dessus. Les nuisances en rénovation performante, en maison individuelle, c'est pas énorme. Dans 60% des cas,
on est sur de l'isolation intérieure. Ça, c'est notre retour d'expérience du moins. Donc en isolation extérieure, vous avez peu d'interventions dans la maison. Vous en avez un peu pour le chauffage, la ventilation et un petit peu pour les fenêtres. Mais c'est de l'ordre de quelques jours et pas de quelques mois. Quand vous faites une isolation intérieure, là, c'est pas la même chose. Donc, et ça, généralement, on le voit, ces isolations intérieures, quand on est sur des ventes, des acquisitions de maisons. Dans les 40% des cas, c'est des gens qui achètent des maisons et qui font de l'isolation intérieure au moment de l'achat. Voilà. Donc, je voudrais juste faire la part des choses par rapport aux nuisances qu'apporte une rénovation performante. Il y en a beaucoup plus de nuisances à faire des rénovations par étapes tous les 2 ans, en revenant à chaque fois sur des chantiers, plutôt que de le faire en une fois sur quelques mois. Nous, nos temps de travaux, c'est entre 3 et 6 mois en moyenne pour des rénovations performantes. Je vais peut-être prendre une dernière petite série de questions et puis vous laisser à chacun une petite minute de conclusion si vous êtes d'accord. Il y a une question notamment sur est-ce que c'est intéressant de rénover les vieux bâtiments qui arrivent en fin de vie? Je pense que c'est un peu inspiré par les effondrements d'immeubles qu'on a eu dans l'agglomération, y compris ce matin. Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux les détruire finalement? Pourquoi il n'y a pas d'opérateur ensemblier en Rhône-Alpes? Est-ce qu'on a une idée de ce que ces opérateurs ensembliers seraient capables de quantitativement de traiter en termes de logement dès à présent? Des questions de nature très différentes aussi. Est-ce que alors c'est peut-être un peu plus technique, mais le biogaz, est-ce que ça fait partie est-ce que le biogaz fait partie des innovations liées à ces rénovations énergétiques? Je vous les donne dans la foulée, comme ça vous répondez. J'essaie d'en oublier aucune. Et celle-là, on a plutôt répondu. Déjà sur celle que je viens de poser là, sur la partie volume, et peut-être sur, même si vous êtes Damien, pourquoi ça n'existe pas dans notre région aussi? Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas dans votre région. Il y a des élus dans la salle. Après, c'est un modèle qui est quand même, qui est particulier, qui est fort et qui nécessite une structure assez coûteuse. Donc, et puis, en Rhône-Alpes, il y a aussi déjà des choses qui existaient déjà avant et qui marchent très bien. Donc, il faut aussi peut-être un petit plus à faire. Mais donc, sur les volumes, nous, en Hauts-de-France, nos enjeux à nous, c'est 77 000 par an qu'on doit réaliser. Donc, c'est à peu près 10% des enjeux nationaux. La société de tiers financement, aujourd'hui on fait à peu près, on va dire, entre 1000 et 1500 logements individuels et collectifs par an, mais on les amène pas tous au très performant tout de suite, donc on a encore une petite marge. Et les objectifs que nous a fixé la région, c'est d'atteindre un rythme de 10 000 logements par an. Donc à peu près, on va dire 10% de ce qui devrait se faire sur la région. Donc on peut prendre une petite part du gâteau, et notamment effectivement les rénovations les plus compliquées, les ménages les plus précaires, etc. Ce qui veut dire aussi que il va falloir développer des opérateurs qui vont être en capacité d'accompagner le reste. Et oui, aujourd'hui, on a besoin de ce développement de manière assez forte. Et sur l'ensemble des autres sociétés de tiers financement, donc qui sont surtout des SEM, on est à peu près sur les mêmes volumes aujourd'hui. Alors elles sont en développement parce qu'elles ont été, pour certaines, créées beaucoup plus tardivement, il y a quelques années seulement, mais on est à peu près sur les mêmes enjeux de volume partout. Peut-être une dernière question, est-ce que le bouclier tarifaire mis en place aujourd'hui sur les prix de l'énergie n'est pas un pouce au crime en matière de rénovation énergétique au final? C'est pas une mauvaise question. Il y a quasiment un facteur 10 en fait entre ce qu'on va mettre pour payer les factures de chauffage et ce qu'on met en investissement public pour la rénovation. Donc il faut juste avoir conscience de ça. On a travaillé qu'on met 10 fois plus pour aider les particuliers à... L'année dernière, le bouclier tarifaire, c'était 40 et quelques milliards, et on est entre 4 et 6 milliards en fonction des chiffres, et en fonction entre les manifestants et la police, on est entre 4 et 6 milliards d'euros d'investissement public dans la rénovation. Donc on est sur un facteur proche de 10
entre payer le robinet ou payer le colmatage des fuites. Voilà, on met 10 fois moins dans le colmatage des fuites que dans le robinet. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de bouclier fiscal. J'ai 2 boucliers énergie, je n'ai pas dit ça, mais il y a peut-être effectivement à recaler ça. Je voudrais répondre à la partie juste les bâtiments qui s'effondrent. Les bâtiments qui s'effondrent, évidemment, on les rénove pas, on arrête là-dessus. Par contre, détruire pour rénover, ça n'est jamais intéressant. Enfin, détruire pour reconstruire en neuf, ce n'est jamais intéressant d'un point de vue énergétique. J'insiste, d'un point de vue énergétique. D'un point de vue urbanistique, par exemple, ça peut être très intéressant. Par contre, d'un point de vue énergétique, à partir du moment où vous reconstruisez, rien que l'énergie que vous mettez dans les matériaux, c'est 50 ans de chauffage. Donc il faut juste garder ça en tête. Ce n'est pas intéressant de détruire pour reconstruire d'un point de vue énergétique. Ça, c'est clair. Un dernier mot avant que je laisse la conclusion à Michel de Bonneuil. On me fait un signe. C'est bon. Eh ben oui, mais vraiment rapide. Oui, donc un point important aussi, c'est notamment les zones de rénovation concertée, c'est-à-dire que ce concept, une collectivité territoriale peut sélectionner un opérateur ensemblier pour faire la rénovation sur l'ensemble d'un quartier, voire l'ensemble d'un territoire. Bien évidemment, les particuliers ne sont pas obligés de passer par cet opérateur, mais en revanche, ils sont encouragés à le faire parce que leur collectivité territoriale l'a choisi et l'a mise en œuvre. Et donc ça va faire progresser en confiance. Et on sait que c'est un enjeu majeur puisque en termes d'économie d'énergie, d'optimisation, notamment de récupération de la chaleur fatale, c'est mieux si on gère la rénovation sur un ensemble et pas juste sur un immeuble, mais au-delà, en optimisant notamment la rénovation donc, des bâtiments, des logements privés avec ceux des bâtiments publics, des bâtiments tertiaires, et y compris de la production d'énergie. D'ailleurs, le concept d'opérateur ensemblier peut intégrer dans la rénovation énergétique, le fait de mettre des équipements de production d'énergie et qui se financent là aussi par donc la réduction sur la facture énergétique, la production de. Et puis juste un dernier point, il faut voir que les opérateurs ensembliers par rapport aux sociétés de tiers financement telles qu'elles existaient jusqu'à récemment, c'est très proche, mais il y a une étape juste supplémentaire, c'est la société de tiers financement qui se transforme en société de tiers investissement. C'est elle qui porte l'investissement et non pas le particulier qui s'endette. Et ça, c'est un élément important parce que ça permet effectivement d'aligner les intérêts. Et aussi, on sait que l'endettement des particuliers, c'est quelque chose qui est un frein, un obstacle très important pour lancer la rénovation énergétique. Je suis obligé de vous voler le micro pour laisser Michel de Bonneuil conclure en vraiment 1 minute parce qu'on a déjà débordé. Oui, je voudrais revenir sur le fait qu'on voit bien que les besoins qu'on a, individuels et sociétaux, sont des besoins extrêmement complexes et nouveaux. Ça a été très bien dit, je trouve, par Benjamin, c'est-à-dire que, y compris déjà cette rénovation énergétique, on voit qu'il faut la mettre dans des besoins encore plus larges d'aménagement des zones de vie, etc. Donc, le rôle de l'État par rapport à ça, il faut qu'on fasse très attention, ça ne peut pas être de faire des aides financières, des subventions par morceaux, mais évidemment, il doit être majeur d'essayer de catalyser tous ces acteurs de façon à fabriquer des offres qui soient rentables, qui satisfassent les besoins des consommateurs, en intégrant ces aides, mais dans des processus très complexes. Et on voit que ça, c'est très compliqué parce que l'État, en fait, il est organisé par ministères qui ont été un découpage pour les problèmes anciens et qui aujourd'hui n'est plus performant. Donc il faut des coordinations ministérielles qui sont extrêmement compliquées. Et donc, je crois que ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il existe des solutions. Les acteurs privés, les acteurs publics, tout le monde se met autour de la table. Il existe des solutions. Le problème, c'est comment faire pour les mettre en œuvre le plus vite possible, puisque ce qu'on voit aussi, c'est que c'est très urgent. Eh ben, merci, on ne vous prend pas plus de temps. Et bonne continuation pour ces journées de l'économie.